en toute précision, sera beaucoup plus merveilleuse. Ceci n'est que le début. Donc, on vous invite à vous rapprocher de la Matosphère et voir tous les secrets que l'équipe garde pour nous. Bon, je vais être un peu plus pragmatique, partager mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, on voit. C'est bon. Voilà, et on voit, c'est bien. Comme annoncé, j'ai voulu aujourd'hui vous présenter une notion assez intéressante en algèbre non commutative. Bon, un domaine jusque-là pas trop exploré, mais qui quand même a un avenir, je dirais, radieux. Il y a beaucoup de promesses pour tout ce qui tourne autour des quaternions et ce qui fait pour toutes ces applications que nous allons voir, cela pousse réellement, c'est exactement l'idée ou bien c'est en fait la justification du choix du sujet. Le sujet est ainsi libellé, l'algèbre des quaternions, extension du corps des nombres complexes. Et le plan, je l'ai prévu comme ainsi, introduction historique, le corps des quaternions, je vais vous dire comment s'est fait la construction, les opérations, comment ça marche, comment se fait certains calculs, à savoir le module, et ensuite faire de petites caractérisations sur l'algèbre des quaternions. Bon, sachez-le, je ne fais pas toutes les... Bon, je ne peux pas le faire même, mais je donne juste les généralités, de voir les fondements de cette algèbre-là. Donc, je commence par l'introduction historique. À savoir, l'idée c'est quoi? C'est que comment elle est née d'abord? Comment est née l'algèbre des quaternions? On dit que l'histoire nous raconte que c'est Hamilton, après avoir su, connaissant R, connaissant C, on a voulu avoir des représentations, des rotations, de la même façon que nous l'avons fait en C pour dire on est sur R carré, comment le faire en dimension 3? C'est ainsi que l'idée est née, que beaucoup de chercheurs s'y attelés, et puis c'est William Menard Rowan Hamilton qui a eu l'idée de trop pousser la réflexion et de découvrir le corps des quaternions. Il y a un fait assez intéressant à savoir, par exemple, si vous êtes déjà demandé comment un vaisseau spatial s'oriente en apesanteur ou votre téléphone détecte instantanément son inclinaison, l'arme secrète, c'est en réalité les quaternions. Ce qui fait que Sir Hamilton, lors d'une promenade avec sa femme, l'histoire nous raconte que c'était un 16 octobre, et je vous invite, les mariés, de vous promener un 16 octobre, parce qu'il y a un secret derrière. Sir Hamilton... Salim, on ne vous reçoit plus. Je pense que c'est un problème de connexion. Salimka, est-ce que vous pouvez repartager? Je pense qu'il a rencontré un problème de réseau.
Donc, désolé du désagrément. Karim va revenir. Il a juste rencontré un problème technique. Allô? Oui, Vous ça me y est. recevez? Oui, je pense que vous pouvez rencontrer Désolé, un problème de réseau. c'est le réseau qui n'est pas stable. Ok, pas de souci. Et vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas. Est-ce que vous pouvez repartager? Je vais le partager. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ok, désolé, le réseau qui n'est pas stable. Mais on n'a pas pu entendre ce que vous avez dit avant, juste l'histoire de mariage là. Ah, c'est là que vous avez perdu le fil. Oui, c'est là où nous avons perdu le fil. Ah, je me désole. Je disais que l'idée en fait de cette naissance-là, c'était un problématique, à savoir, en fait, c'était quoi? Comment est né? Parce que nous avons R, nous avons l'ensemble des nombres complexes. L'idée, c'est quoi? C'est d'étendre nos applications-là. Il y avait, quand on travaille avec le corps des nombres complexes, il arrive souvent que quand on met en pratique les applications, il y a, par exemple, un problème d'image ou bien un problème de quand, par exemple, la présenteur, par exemple, pour les satellites, il y a tout le temps un petit problème. On se dit, maintenant, on sait que les applications, le problème, c'est d'abord, il faut régler la partie théorique pour espérer maintenant voir qu'est-ce qu'il faut améliorer ou non. Maintenant, on a su faire des représentations dans R carré, ça veut dire que avec des éléments de C, connaissant R carré, c'est un peu l'équivalent de C. On a voulu, surtout dans le domaine de graphisme et d'animation, on s'est dit comment par exemple, représenter les rotations dans le plan R3 de façon très simple. C'est-à-dire, l'exemple que je peux vous donner, c'est de prendre un point, le multiplier par l'exponentielle I θ que nous connaissons tous, un nombre complexe. C'est-à-dire une rotation d'angle pi, d'angle θ, je veux dire. Maintenant, la question naturelle qui s'est posée, c'est comment faire quelque chose de similaire pour l'espace 3D. Ou bien l'autre question qu'on s'est posée, faut-on généraliser les complexes pour modéliser les rotations à dimension 3 aussi élégamment que nous l'avons fait sur C? Cette question s'est posée, c'est cette dimension 2, on a ajouté dimension 3, parce qu'il faut ajouter 1 pour voir qu'est-ce qui se passe. On a obtenu R3, rien ne se passait parce que R3, en réalité, il y a d'autres choses, des lois que R3 n'obéissent pas. Hamilton n'a pas laissé, il a continué les recherches pour se dire, allons, attends, je vais maintenant ajouter une dimension, être à la 4e dimension pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, après l'avoir fait, Hamilton, il a essayé de trouver une extension de nombre complexe à dimension 3, mais le problème, c'était exactement le problème de structure associative, de multiplicacité,
et pour parce que connaissant la structure des complexes, c'était pour lui, quand j'ajoute une dimension, ça va marcher. Et ça n'a pas été le cas. Et le mariage dont je parlais, c'est que Hamilton a eu la solution. Ainsi, il se promenait un soir, le 16 octobre 1843. Et c'est ainsi que je vous considère, les mariés, de vous promener avec votre femme. Naturellement, le 16 octobre, il y a un secret derrière. Bon, c'est pas pour rien qu'Hamilton s'en est sorti comme ça. Et il a écrit des phrases comme ça. Je me promenais avec Lady Hamilton, sa femme, sur le pont Brougham. Et cette dernière me parlait de pensées personnelles de très profonde signification. Quand soudainement le circuit galvanique de la pensée se ferma et les équations principales des quaternions se présentèrent à moi exactement comme je les utilise encore maintenant. C'est-à-dire qu'il a eu une sorte d'illumination pour voir l'idée que si j'augmente une quatrième dimension, ça va marcher. Jusque-là, c'est un peu théorique. Bon, cette partie-là, ça parle un peu de qui fut ce mec-là. Il était titulaire à 22 ans, chef d'astronomie. Il faut être brillant pour l'être. Et il a fait des études en astronomie. Bon, ses intérêts en réalité pour la physique se sont retrouvés à construire de bagages solides en mathématiques. Et cette découverte de quaternion fut le fruit d'études de l'extension de corps C, parce que c'est le corps de base qui a permis d'avoir cette chose-là. Bon, c'est plus ou moins. Et je disais les applications en physique, nous avons le mécanique, l'électromagnétisme et la mécanique quantique. En informatique, c'est pour, par exemple, écrire des algorithmes en dimension 3 pour nos jeux vidéo. En mécanique spéciale, c'est pour gérer le mouvement des satellites. Bon, vous allez voir que ça règle beaucoup de problèmes, surtout pour ce cas-là avec le mouvement des satellites. En gérant un peu les angles de l'air et tout ce qui va avec. Alors, je vous rappelle que quand on travaille avec des nombres complexes, on peut les représenter sous forme de matrice qui sera de la forme A moins B, BA. On se rappelle tous. Et AB des coefficients réels. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, je vous dis que il y a beaucoup de façons de construire les quaternions. Il y a une façon formelle en travaillant avec les bases, mais je n'ai pas adoré cette méthode. Elle est algébriquement un peu puissante, mais je me suis dit qu'avec les nombres, avec la représentation matricielle, on va tous A et B à coefficients complexes. Et je définis H comme l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients complexes. Et je dis il est aisé de vérifier que H est un sous-anneau. Bon, il y a des termes comme anneau, espace vectoriel, isomorphisme, je vais les utiliser, mais je vais vous dire de façon simple comment les comprendre sans pour autant vraiment chercher de gauche à droite. C'est quoi un sous-anneau? Ou bien c'est quoi un anneau? C'est seulement un ensemble avec deux lois où on peut faire des additions. Quand tu fais addition de 2, ça reste dans l'espace. Quand tu fais multiplication, ça reste dans l'espace. Ou aussi, je peux faire des divisions. Donc, il faut le voir comme ça pour ne pas se tromper. Pour un sous-anneau, pour les algébristes qui m'écoutent, c'est qu'il faut que le 1 de MC2 soit dans H. Il faut que quand je prends deux éléments de H, la somme soit dedans. Et puis, il faut que le produit de deux éléments de H soit aussi dedans. C'est un peu l'histoire. Et j'ai maintenant émis un lemme qui va justifier la construction de H en tant qu'un corps. Et vous allez voir que H est un corps, mais qui n'est pas commutatif. Voilà l'importance et la puissance des corps de quaternions. H est un corps non commutatif, je l'ai dit. Comment je peux le vérifier? J'ai démontré précédemment que H est un sous-anneau, ça marche. Maintenant, comment montrer que H est un corps? Un corps, c'est quoi? C'est un anneau ou bien un ensemble où je peux faire addition, je peux faire multiplication, et si je prends un élément non nul, je peux faire une division avec cet élément-là. Il faut le voir comme ça, pour ne pas vraiment se bousiller le cerveau. C'est bon? Maintenant, je prends une matrice dans H, je prends des éléments A, B à coefficient complexe, je définis A comme la matrice précédente, A moins B, B bar, A bar. Et après, quand vous calculez le déterminant, c'est A fois A bar, moins, parenthèse, moins B, B bar, ça me donne A, A bar, plus B, B bar. Et vous vous rappelez, c'est exactement,
parce que H, il est un surcorps de C. C'est-à-dire qu'on a étendu C pour avoir H. Donc H, en principe, hérite toutes les propriétés de C, à l'exception de la commutativité. Seulement ça. Mais pour tout ce qui reste, ça hérite de cette notion-là. Et vous, tous, vous vous rappelez que A bar, ça donne tout le temps le module du carré. Plus B bar, ça donne le module du B carré. Et vous obtenez donc le delta. Si A différent de 0, B différent de 0, naturellement, le déterminant, il est différent de 0. Donc, vous aurez que B, A, il sera dans le gène. C'est-à-dire, c'est le groupe des matrices carrées à coefficient dans C, c'est-à-dire le GL2 de C. Et je peux inverser, on a tous vu la façon la plus simple d'inverser une matrice de 2, c'est de diviser c'est l'inverse du déterminant, multiplié par, il faut échanger le coefficient, A bar, je les échange, B bar, je les échange pas, je les fixe, mais avec un signe moins qui va affecter. Je fais un changement de variable pour me retrouver avec la forme initiale, A moins 1, ça donne A' moins B' bar, A' bar, et on voit que c'est un élément qui est de cette forme-là, tel que je l'avais défini précédemment, donc c'est un élément de H. Pour montrer, donc, vous avez vu, quand je fais somme de 2, ça, c'est dedans. Si je m'amusais à faire, je prends un escalaire, je multiplie par la matrice. Si je prenais alpha A, vous verrez que c'est dedans. Donc, là, si je prends un élément qui n'est non nul, je saurais l'inverser parce que j'ai inversé la matrice à moins 1. Donc, vous avez vu que c'est un corps. De façon plus simple, il faut le retenir comme ça. Et pour la commutativité, j'ai pris deux choses simples. Je prends deux éléments, je fais le produit. J'ai fait le produit I comme 1, 0, 0 moins 1. Je fais J pareil. Je fais le produit IJ. Je fais le produit JI et je constate que IJ est différent de JI. Et sur un corps tel que IJ est différent de JI, c'est-à-dire I multiplié par J est différent de J multiplié par I, ça me donne quelque chose qui n'est pas commutatif. Et voilà un peu une justification claire que H est un corps, mais qui n'est pas commutatif. Bon, je continue. Toujours pour la construction, elle est assez intéressante, élégante aussi. Je fixe une fonction, phi par exemple, de C vers H. Je le définis comme une matrice la plus simple. Z à Z, j'associe la matrice 0, Z0, 0, Z bar. Et je vois que phi est un morphisme de corps. Je vous explique de façon simple. Morphisme, c'est quoi? Quand je prends deux éléments, leur image, c'est la somme des images. C'est exactement ça. Et que quand je prends le produit, l'image du produit, c'est le produit des images. Et quand je prends l'identité, son image, c'est l'identité de C, de l'élément de départ. Son image, c'est l'identité dans l'élément d'arrivée. Et vous pouvez le vérifier vous-même. Quand je prends Z et Z', Z, c'est 0, Z0, 0, Z bar. Z', c'est 0, Z', 0, 0, Z' bar. Quand je fais la somme, c'est comme je le fais avec les nombres complexes. Et vous verrez que phi de Z plus Z', ça vous donne exactement phi de Z plus phi de Z'. Et quand je fais phi de Z fois Salim, on ne vous entend plus. Je pense qu'il a rencontré encore un problème de réseau. Salim, tu es là? Vous me recevez? Oui, mais nous avons perdu depuis. Depuis combien de minutes? Bon, tu peux repartager ton écran, je peux te dire là où vous étiez. Bon, vous m'excusez là, mais... Pas de souci, c'est un problème de réseau, certainement. On ne voit plus l'écran. Voilà. Je sais. C'est bon? Oh oui. Bon, descends. Bon, on a déjà vu ça. Voilà. Voilà, on était dans cette phase-là. La construction de bon, ici avec la fonction phi là.
Ok, je disais phi est un morphisme de corps. Je vous ai expliqué corps, il faut le voir de façon simple. Corps, c'est quoi? Quand je prends deux éléments, la somme est dedans. Quand je prends un scalaire élément, il est dedans. Et puis quand je prends quelque chose qui est non nul, je peux l'inverser. C'est un peu ça l'idée. Et j'ai justifié quand je prends par exemple Z', Z il est écrit comme comme 0, Z, 0, Z bar. Si je prends Z', je remplace Z par Z', je fais phi de Z plus Z', j'aurai phi de Z plus phi de Z'. Et vous pouvez le faire, vous allez voir. Et quand je prends aussi Z fois Z', quand je fais quand je cherche leur image, phi de Z', vous verrez que ça va vous donner phi de Z fois phi de Z'. Et quand je prends l'élément neutre, par exemple 1, phi de 1, vous verrez quand je remplace ici Z par 1, Salim, on ne vous entend plus. Salim, le vocal, ça ne passe plus. Hein. Si vous pouvez arrêter de partager, repartager. Sur H. Quand je prends un élément A, Salim, A de H, je vois que de façon simple, oui, vas-y. Nous avions perdu le fil tout à l'heure. Vous avez dit? Nous avions perdu le fil tout à l'heure. Bon, ça passe maintenant, mais nous n'avions pas entendu ce que vous aviez dit. Donc, voilà. Pour le ah non, je disais pour le morphème, c'est facile à voir. Il faut voir que l'image de somme, c'est somme des images. L'image du produit, c'est le produit des images. L'image de l'élément neutre de C, ça vous donne l'élément neutre de H. Pour l'élément neutre, je prends phi de 1. Je remplace I, Z par 1, j'obtiens la matrice identité I. I2, c'est l'élément neutre de H, des quaternions. J'ai maintenant construit H. Je peux me permettre alors de définir H. Comment je peux définir H? Je l'ai construit à partir de C. Je peux dire que H, c'est seulement un sous-corps de C, mais je sais qu'il est non commutatif, ce n'est pas de précision. Donc, H est un sous-corps de C, non commutatif, appelé corps des quaternions. Maintenant, après construction, je peux me permettre de prendre, je dis que j'ai construit H. Comment reconnaître un élément qui est dans H? Comme dans C, si Z est dans C, il est sous la forme directe de A plus IB. C'est exactement avec les éléments des quaternions. Bon, si je prends un élément de A de H, il va s'écrire sous la forme A1 plus BI plus CJ plus DK. A fois 1, c'est 1, I, J et K. Vous verrez que c'est la base, c'est la base c'est la base linéaire de l'ensemble du corps des quaternions. C'est la base, j'ai dit bien linéaire et pas algébrique. C'est la base linéaire. Maintenant, comme avec la base linéaire de C, c'est 1 et I. De la même façon ici, la base linéaire de A, c'est de H, c'est 1, I, J et K. A, B, C, D, des coefficients dans R4. Bon, c'est justement pour définir un élément, comment reconnaître un élément de H. C'est bon, vous m'entendez jusque-là? Oui, oui, on vous entend. Alors, comment je peux reconnaître I? I, c'est l'identité. J, non, 1, c'est l'identité. C'est 1, 0, 1, 0, 1. I, c'est à partir du phi que j'avais défini, où je peux me permettre de fixer un élément dans C et j'obtiens une représentation dans H. Ça veut dire que si je comprends C fondamentalement comment ça marche, facilement je peux comprendre H, ses propriétés et prévoir beaucoup de choses sur H. Et vous avez vu, pour avoir I, je remplace Z par, j'obtiens 1, 0, 0, moins 1. J, c'est 0, moins 1, 1, 0. K, c'est 0, moins 1, moins I, 0. De telle sorte que 1, I, J, K constitue une base. Construire une base linéaire, c'est quoi? Il faut que ça soit
une famille génératrice, on a quatre éléments, donc dans R4, c'est plein. Il faut aussi, quand je fais alpha A1 plus bêta, alpha 1, bêta I, plus bêta I, plus gamma J, plus delta K, quand la somme égale à 0, c'est possible si seulement si alpha égale bêta égale gamma égale à C. Bon, c'est la définition en algèbre linéaire de la notion d'avoir une base. Génératrice libre, vous avez une base. Maintenant, pour toujours la construction, hein, elle est un peu fastidieuse. J'ai énoncé un petit théorème disant que H est un surcorps non commutatif de C, dont les éléments sont de la forme. Je prends petit q, un représentant de Salim, on n'entend plus. Salim, on n'entendait pas tout à l'heure. Nous avions perdu le fil. Oui, c'est mon wifi là qui déconne. Okay, mon wifi et mon réseau là. Jusqu'au théorème 2, vous me suivez? Oui, c'est bon. Ouais. Bon, je disais qu'on définit Q égale A plus BI plus J, CJ plus DK. Avec I carré égale J carré égale D égale K carré, ça me donne moins 1. IJ, ça me donne K et JI, ça me donne moins K. Et vous allez voir, IJ, c'est différent encore de JI, parce que K et moins K, c'est différent. Ça justifie la non-commutativité du corps. JK, ça me donne I, KJ, ça me donne moins I. Vous voyez toujours la non-commutativité. Et maintenant, je fais une identification. Je dis 1, je l'identifie à I2. I, petit I, je l'identifie à grand I. Petit J, je l'identifie à grand J. Petit K, je l'identifie à grand K. Et bon, je peux me permettre aussi de définir de façon plus simple un quaternion comme grand A plus grand BJ. Grand A plus BI, grand B, B plus C plus DI. Et quand vous faites le produit, vous allez retrouver exactement la définition. Bon, A et B étant des complexes. Bon, il est impossible d'ordonner H pour en faire un corps ordonné. Nous savons que C n'est pas ordonné. On ne peut pas comparer 1 plus I et I. On ne peut pas comparer deux éléments de C. C'est exactement la même notion ici avec H. On ne peut pas comparer deux éléments d'H. Et on a exactement les mêmes choses avec les opérations, comment ça se fait sur un corps. On peut se permettre aussi de faire on peut faire la conjugaison aussi d'un quaternion. Bon, les opérations, c'est l'addition, la multiplication par un scalaire d'abord. Quand je fais addition de deux quaternions, j'obtiens un quaternion exactement le même format. Quand je mets alpha Q, je ne fais que multiplier alpha à gauche ou à droite. Bon, ça ne dérange pas. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de faire la multiplication de deux quaternions. J'ai dit que quand vous avez H est non commutatif, ça veut dire que Q fois Q', c'est différent de Q' fois Q. Q et Q' étant des éléments de l'ensemble des quaternions. Bon, et on le fait, il faut faire la multiplication entre deux quaternions, ça se fait terme à terme en respectant l'anticommutativité, les règles propres et les règles propres de I, J et K. Maintenant, pour la conjugaison, si je prends un élément de C, son conjugué c'est à Z bar, je l'obtiens A moins I. C'est exactement ici la même chose. Si je prends Q comme quaternion, A plus BI plus CJ plus DK, son conjugué, ça sonne Q bar. Il faut seulement changer les signes. A moins BI moins CJ moins DK. Et ça, quand vous avez, comme de la même façon que nous avons une partie imaginaire et une partie réelle avec les nombres complexes, nous l'avons ici. Un quaternion pur, on peut appeler aussi ça imaginaire pur. Ça vous donne, ça veut dire que BI plus CJ plus DK, c'est la partie pure des quaternions. La partie réelle, bon, c'est seulement l'élément A. Bon, c'est un peu ça. Et pour la conjugaison, c'est exactement aussi comme avec le C. On a vu que Z, pour Z dans Z, à chaque Z dans C, on peut associer, si on l'associe à Z, son Z bar, vous verrez que vous obtenez un isomorphisme involutif
sur C. C'est exactement la même chose qui se fait sur H. C'est-à-dire un isomorphisme, c'est quoi? C'est d'abord un morphisme. On est d'accord? Un morphisme qui est bijectif. C'est exactement ça. Il faut que le produit la somme des images, l'image de la somme, c'est la somme des images. L'image du produit, c'est le produit des images. L'image du neutre du départ, ça donne le neutre d'arrivée. C'est ça un morphisme. Maintenant, il est bijectif, on sait comment ça marche. Involutif, ça veut dire que si je le compose à lui-même, j'obtiens le Q. Vous vous rappelez, avec les fonctions, une fonction est involutive. Si f rond f de x lui-même, ça vous donne x. Ou bien f rond f, ça vous donne l'identité. C'est exactement les mêmes notions. Bon, avec les coupures là, ça prend notre temps. Je vais essayer de faire un peu vite. Et la suite, ça va se régler avec les questions. Bon, si je considère aussi, pour K, pour Q, j'ai aussi son Q bar, j'obtiens un anti-automorphisme de R, d'un R algèbre. Ça veut dire quoi? Une R algèbre, c'est quand on est une algèbre de façon plus simple quand on dit algèbre sur un espace vectoriel. Bon, c'est que ici, R est un espace vectoriel, H, quand je prends par exemple, quand je dis que A est une K algèbre, ça veut dire que A est un anneau et que K est un espace vectoriel. Et que si je prends A qui multiplie B, si je prends par exemple un élément si je prends un lambda dans, par exemple, dans K, l'espace vectoriel, et que je prends A et B dans l'anneau, lambda qui multiplie AB, c'est égal à A qui multiplie lambda B, c'est égal à B qui multiplie lambda, c'est égal à lambda qui multiplie AB. Et c'est un peu ça qui donne la notion de R algèbre, de K algèbre de A. Bon, c'est des choses. C'est justement les noms là, ils sont assez grossiers, mais c'est vraiment rien quoi. Bon, c'est un antimorphisme de R algèbre, H qui est un corps. Ce corps est non commutatif parce que H est déjà non commutatif. Et plus précisément, H est un centre. H est le centre de... Vas-y. Apparemment, il y a quelqu'un qui lève la main. Peut-être il a une question par rapport à ce que vous venez de dire. C'est qui? Allez-y. Oui, qu'il pose la question. Allez-y, c'est qui? Celui qui a levé la main là. Je ne sais pas lui son nom. Mais je voulais exposer. Ensuite, on fait le truc des questions. Ça aussi, c'est possible. À la fin de la séance. Hein? Ouais, Oui, c'est ça. oui, ça c'est possible. Vous pouvez connaître. Et après, je vais revenir et expliquer. Parce que l'algèbre avec les noms là, les noms sont grossiers, mais c'est en réalité rien. D'accord? Le centre de H, le centre de HCR est bon. Vas-y. Non, concernant l'autre théorème là, vous pouvez descendre un peu? Où ça? Non. Monte. Là où vous avez parlé de Q1, oui. Voilà, ici c'est bon. Où vous avez mis, autrement dit, pour tout quaternion Q1, Q2 appartenant à H, on a Q1, Q2 bar égale à Q2 bar fois Q1. Non, ça... Comment est-ce possible? Oui, c'est un anti-automorphisme. Oui, faites ça. Prenez Q1, Q2. Vous faites le produit, ça c'est le conjugué. Vous faites le produit des conjugués, ça vous donne le conjugué des produits, mais comme c'est un antimorphisme, comment dirais-je? J'ai dit que c'est un anti-automorphisme. Ça veut dire que ça peut changer. Vas-y, tu dis? Ok, oui, je vois. Oui, je vois. Ça veut dire que si je prends Q1, Q2, la conjugaison du produit, c'est le produit des conjugaisons, mais comme Q bar, la conjugaison, est un antimorphisme, le produit des conjugaisons, je peux changer la position. Ça ne fait, regardez, ça ne fait pas H de H non commutatif, parce que je sais pourquoi la question, parce que j'avais dit H est non commutatif. Je viens ici, vous voyez, je change les positions, mais non, les positions sont changées en appliquant la conjugaison, d'accord? D'accord? Oui, je pense qu'il a compris. Ok, je continue maintenant. Bon, ça c'est des propriétés que H a hérité de C.
et qui sont vraiment compréhensibles, mais j'essaie d'être un peu plus clair. Et voilà. Et je définis le module comme sur Z. Si je prends A plus IB, je peux définir son module. C'est racine carrée de A carré plus B carré. C'est exactement ici la même définition. On a juste isolé la partie réelle qui est A, la partie quaternion pur ou bien imaginaire pur, qui me donne BI plus CJ plus DK. Et je le fais exactement. C'est de l'analogie, c'est l'analogue en fait qui se faisait dans C, qui se fait ici. Donc, le module, c'est la racine carrée de Q du conjugué multiplié par le monsieur dont il conjugue. Et ça vous donne la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré plus D carré. C'est exactement, vous verrez, l'analogie qui se fait avec C. Et je donne des propriétés supplémentaires. Quand je prends Q fois Q bar, ça donne Q bar Q, et ça donne le module de Q, le module au carré, parce que si vous voyez comment ça se définit. Si on fait, c'est comme c'est, Z fois Z bar, ça me donne Z bar fois Z, ça me donne un module, et ça me donne le module de Z, le module au carré de Z. C'est exactement avec les quaternions, vraiment c'est comme ça. Et maintenant, j'ai vu que Q, regardez, Q bar, ça me donne le module de carré, le module de Q au carré. Donc, je peux dire, pour inverser, c'est comme si je change les places de Q et de Q carré. J'obtiens Q moins 1 de l'autre côté, c'est égal Q bar sur Q au carré en module. Bien sûr. Bon, le module, ça se définit, le module Q', ça donne Q', module de Q fois module de Q. C'est-à-dire le module des produits, c'est le produit des modules. C'est comme exactement ça se fait avec, avec les nombres complexes. Bon, cette propriété a permis d'avoir une démonstration assez rigoureuse pour, en théorie des nombres, en théorie algébrique, bien naturellement, algébrique des nombres. Pour ce qui est que quand vous prenez un entier naturel, il peut s'écrire comme somme de 4 carrés. Et ça, peut-être, on aura l'occasion d'en discuter plus. Maintenant, je donne un aperçu global sur ce qu'est l'algèbre H. Bon, ici, c'est des choses. Et j'ai oublié de vous dire une chose assez intéressante qui se fait avec la conjugaison. C'est comme quand je prends Z sur C. Si je prends Q plus Q bar, si je prends Q plus Q bar, c'est-à-dire un nombre et son conjugué, la somme est un réel. Bien sûr. Quand je prends maintenant Q moins Q bar, là, vous obtenez un imaginaire pur. C'est-à-dire que la partie réelle va disparaître. A et A moins A prime, bon, A et A prime, ça va sauter. A, la différence, ça va sauter. Vous obtenez ce qui est naturellement imaginaire pur. Et pour que Q soit un réel, si vous prenez un quaternion, pour qu'il soit réel, il faut que le Q bar soit égal à Q. Si vous prenez aussi Q comme quaternion pur, pour qu'il soit quaternion pur, il faut que Q soit égal à moins Q bar. Bon, c'est exactement les mêmes propriétés qu'on a héritées de C. Voilà. Et que j'ai dit que Q bar, c'est un isomorphisme involutif aussi. Maintenant, pour l'algèbre H, je le définis comment? Je dis que l'ensemble des quaternions de module 1 est un groupe. Bien sûr, quand je prends l'ensemble des quaternions de module 1, vous obtenez un groupe. Mais vous verrez que ce groupe-là, il y a une chose assez intéressante, voire surprenante, que ce groupe, on l'identifie à S3. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de topologie. On l'identifie à S3. Et puis, il y avait un mathématicien, William Sampson, qui disait que de toutes les sphères, S3 est la sphère la plus ronde. C'était seulement pour dire que G est un groupe non commutatif. C'est pour dire que c'est exactement ça. Maintenant, si je prends le produit de quaternion, il correspond à la composition de deux rotations sous-jacentes. C'est-à-dire Q fois Q', ça correspond exactement à la composition de deux rotations dans l'espace. De ce qu'on voulait faire, ce qui nous a poussé à voir la Q, de H, je veux dire, quand je fais Q bar, il représente exactement la composition de deux rotations. Pour chaque rotation, identifiée à Q et respectivement à Q et Q'. De plus, il y a un isomorphisme. Ce isomorphisme-là, il est naturel. Vous savez que moins 1, ça constitue déjà un groupe. Si je quotiente G par le groupe moins 1, c'est isomorphe à S3R. Bon, ça, je peux considérer un morphisme G de G dans S, pour les amateurs d'une démonstration. Je considère un morphisme de G vers S03 de R. SO3 de R. Bon, SO3 de R, c'est l'ensemble des matrices
orthogonale d'ordre 3 à coefficient réel, SO3 de R. Et si je le fais, je calcule le noyau de ce morphisme-là, j'obtiens moins 1. Et d'après le premier théorème de l'isomorphisme vu en L3, vu en même en L1 algèbre, si vous quotientez G par son noyau, il est isomorphe à l'image de l'arrivée. Or, l'image de l'arrivée, c'est tout l'espace S03 de R3. Bon, ensuite, on parle de R algèbre, bon, H menu des lois plus fois, c'est un C espace vectoriel. Il est C espace vectoriel de dimension 2. En tant que C vectoriel, il est de dimension 2, et en tant que R espace vectoriel, il est de dimension 4. Voilà. Ce qui peut justifier, il est en tant que R espace vectoriel de dimension 4, si vous prenez la base 1, I, J, K, c'est 4, c'est une base, ça correspond, le dim c'est exactement la base, c'est 4. Bon, l'algèbre linéaire L1. En tant que c'est espace vectoriel, bon, si vous réduisez, vous considérez la partie réelle et la partie imaginaire pure, vous allez dire que la partie imaginaire pure, par exemple, sous forme de U égale BI plus CJ plus DK. Et A, ça vous donne le petit A. Donc, Q va s'écrire sous la forme A plus U avec U un vecteur des quatres purs. Et dans ce cas, vous verrez qu'en tant que c'est espace vectoriel, vous aurez la base, ce sera 1I. 1I, c'est exactement. Donc, en tant que c'est espace vectoriel, c'est de dimension 2. Voilà un peu les justifications. Et quand, toujours, je vous avais dit que l'ensemble des quaternions de Normand est un groupe non commutatif, mais les applications dans la vie réelle, c'est quoi? C'est que si je le considère ce groupe non commutatif, il existe un unique θ à 2 pi près et un vecteur U tel que Q, ça peut s'écrire comme cos de θ pi sur 2, sin de θ sur 2, U. U, c'est le vecteur orientation. Pour les mouvements des satellites, il y a tout le temps une direction. C'est U qui gère cette direction. Pour les angles de déviation, c'est θ qui gère cet angle-là. C'est dans la vie réelle. Ça s'applique en graphisme, animation, etc. M'excusez. Bon, voilà le U dont je parlais. Et le module, quand vous calculez le module de U, c'est un vecteur de module 1. Bon, on dit vecteur unitaire, c'est naturellement un module 1. Le lien avec les rotations, c'est que Q correspond à une rotation d'angle θ autour de l'axe dirigé par U. Et maintenant, à QV, Q-1, on obtient un vecteur d'espace. Exactement ce qui nous permet d'avoir une bonne rotation, une bonne représentation dans R3 en réglant le problème avec les angles de l'air en utilisant les quaternions. Parce que les quaternions, ça permet une représentation adéquate et de façon parfaite sans pour autant bon, si on parle d'image, il n'y aura pas de flou d'image, etc. C'est des notions comme ça. Et il y aura moins d'erreurs aussi pour les mouvements des satellites. On va le gérer facilement. J'ai ajouté un truc, bon, je l'ai fait dernièrement, c'était pour un truc assez amusant, pour les notions de le commutant de Q. Ça veut dire un commutant, c'est quoi? Je prends Q fois X, ça me donne X fois Q. Ça veut dire que le X, quand je prends un X dans Q, l'ensemble Z comme l'ensemble des commutants, il vérifie QX égale XQ. Mais ça ne fait QX égale XQ, ça ne fait pas référence à H pour dire que H est commutatif. Non, ça, je suis dans le commutant de H. Point. Maintenant, le commutant, c'est un sous-corps de H. On dit qu'il contient H, mais en réalité, après vérification, on peut voir qu'il est égal à H en entier. Bon, K, c'est le corps à engendré par K. Et ça, j'ai vu des relations de dimension. Ces relations de dimension, ça c'est les propriétés d'extension de corps. Ceux qui ont fait théorie de Galois, ils ont vu ça de façon vraiment intéressante. Et puis, pour la façon la plus simple de comprendre une extension, c'est que quand j'ai quelque chose dont je ne peux pas connaître la dimension, je vais essayer de voir un corps intermédiaire, le mettre là-bas. C'est comme la relation de Charles. Quand j'ai AC vecteur, ça me donne AB vecteur plus BC vecteur. Ça ne change rien de AC vecteur, mais ça facilite les calculs qui vont se faire à AC parce que je l'ai découpé. C'est exactement avec les extensions de corps. HR, je peux dire que c'est HQ fois QR. Je connais la dimension de l'extension HQ, je connais la dimension de l'extension HR. Donc, pour avoir la dimension de HR, je fais le produit des dimensions des extensions correspondantes. C'est exactement les choses qui se font ici. Bon, après, vous pouvez vous amuser à vérifier que HKR, ça vous donne 1, 2. L'extension, il est égal à 1, 2. ZQ, son extension, il est égal à 1, 2 ou 4.
Et vous allez voir qu'il y a une propriété qui dit que quand vous prenez un corps, pourquoi il est égal à 1, 2 ou 4? Quand il y a le théorème de Frobenius qui vous dit, bon, un magnifique théorème, qui dit quand vous avez une cas algèbre qui soit un corps, bon, algébriquement clos, ou toute équation, un corps algébriquement clos, c'est un corps où toute équation de degré supérieur égal à 1, 2 admet une solution. Il dit quand vous prenez un corps, naturellement isomorphe soit à C, isomorphe ça veut dire qu'on a les mêmes comportements, même si on n'a pas les mêmes habits. C'est un peu ça dans la grille, il faut le voir comme ça. Donc, soit il est isomorphe à R, isomorphe à C, ou bien isomorphe à H. C'est un peu ça. Il dit maintenant, si vous prenez Q dans R, vous obtenez le cas là, le corps intermédiaire, et le corps intermédiaire qu'on avait introduit dans le ZQR, ça vous donne, c'est le corps, finalement, le corps des quaternions. Si H n'est pas dans, Q n'est pas dans R, Q n'est pas, donc on dira que Q n'est pas central, c'est naturel, parce que dans l'ensemble, je peux dire le centre, dans R, on sait que R est le centre de Q, donc il sera différent de H, et vous verrez dans ce cas, la dimension de l'extension, c'est directement 2. Et ZQ est un corps commutatif, on dit isomorphe à C, hein, parce qu'il est de dimension 2. Les R dimension, les infinis, on dit, C, on l'identifie à R2, R c'est R3R, on dit R2, donc c'est dimension 2. C est de dimension 2 parce que pour voir la dimension d'une structure algébrique, si on n'a pas d'informations claires sur cette chose, il faut voir une autre structure algébrique qui soit isomorphe à une structure dont on veut connaître réellement les choses. C'est un peu ça. Et puis, quand vous pouvez établir les isomorphismes, vous verrez que R2 coïncide presque à C pour les dimensions de dimension. R3, c'est le ternion, c'est pas une algèbre, parce que ça perd la notion de commutativité, il n'y a pas de division possible, c'est pas une algèbre de division. Et que H, si on passe au ternion, on vient au quaternion, et H, heureusement, c'est un corps, mais malheureusement qu'il ne soit pas commutatif. Et encore heureusement, ce corps il n'est pas commutatif, mais c'est comme ça qu'il est intéressant. Et il permet de faire beaucoup de choses, et surtout dans l'avenir où les choses seront quantiques par-ci, par-là. Et pourquoi pas les grands informaticiens avec l'IA. Peut-être que l'IA dans Q, ce sera l'IA qui va discuter avec nous H24. Il aura bouche, oreille et ces choses-là. C'est bon, pour ce qui reste, c'est des propriétés de plus. Bon, des propriétés que j'ai ajoutées au dernier moment, mais qui sont assez intéressantes, mais pour la construction générale, elles sont dans la profondeur des choses. Et que dire que QZ est un corps commutatif, vous pouvez le faire. Hein. Vérifier Q est un corps, ZQ est un corps. H n'est pas corps, mais son centre est un corps qui est commutatif et qui est parce qu'il est dimension 2. Bon, et puis H n'est pas homogène. En tant qu'algèbre, H n'est pas homogène. Bon, on dit que ceci est à comparer au fait que R fini qui est un corps commutatif est monogène. Et que d'après le théorème de l'élément primitif, si on compare l'élément primitif et ce qu'on dit, R algèbre dimension finie, qui est corps monogène, et on verra une contradiction dans le théorème de l'élément primitif. Bon, pour les structures de chez algèbre sur H, j'ai défini une structure de chez algèbre sur S par un morphisme. Je laisse comme ça. C'est bon? J'ai dit, maintenant nous voici. Attention, le dernier point, il est assez intéressant. Les structures de chez algèbre sur H sont en bijection avec l'ensemble P inter G. P inter G, P comme étant le plan vectoriel, et P, l'intersection du plan vectoriel de dimension 3, parce que ce qu'on veut en réalité avec les quaternions, c'est de faire une représentation. Et P inter H, ça vous donne la sphère unité qui correspond à la structure de ces algèbres sur H. Et je vais m'en profiter pour finir par là. Il y a, si je m'inspire de cette dernière-là, je peux énoncer le théorème de Adams, un bon mathématicien. Il disait, quand vous prenez un Sn, si vous considérez que Sn est un groupe, pour n égale 0, pour le groupe, ça correspond au cercle des nombres complexes. Si
3, vous obtenez le cercle S3. C'est le cercle unité dans les quaternions. Et ce S3-là, c'est le S3 dont Samson disait que c'est la plus sphère de toutes les sphères. Bon, c'est la plus longue de toutes les sphères. Et on peut continuer à observer des choses vraiment intéressantes, hyper intéressantes, passionnantes du point de vue théorique que du point de vue des applications. C'était un peu ce que je voulais vous dire. Pour ce qui reste, c'est que je vous conseille, comme moi, H n'est pas commutatif. C'est comme moi le petit matin avant mon café Touba. Multiplier 2 comme quaternions, c'est comme tourner dans l'espace. L'ordre est important. Les quaternions sont partout. Jeux vidéo, mécanique quantique. C'est là-bas où je les adore le plus. Et même dans notre imagination. D'ici là, je vous remercie et vraiment, merci pour votre patience. Merci beaucoup, vraiment, Salim. C'était très important. De ma part, j'ai beaucoup appris. Très beaucoup appris même. Voilà, et voilà, c'est important. Donc, maintenant, place au public. Si vous avez des questions, des suggestions, bien même des contributions, vous avez la parole. Voilà, la parole est à vous, cher public. Ceux qui ont des questions, voilà, il y a Serine, voilà, qui a levé la main. Serine Lo, tu as la parole. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon nom c'est Serine Lo, élève ingénieur à l'école polytechnique de Thiès. Merci pour cette présentation très claire et enrichissante. Vraiment, c'est un sujet à la fois fascinant et un peu mystérieux, notamment quand on le compare avec l'ensemble des nombres complexes que nous connaissons mieux. Sur ce, j'ai une question qui me semble naturelle dans cette perspective, quoi. En fait, j'aimerais savoir si les quaternions permettent-ils de résoudre des équations comme les complexes. Par exemple, peut-on définir des racines d'un quaternion comme on le fait avec les nombres complexes? Je pense que c'est ma question pour l'instant. Ok, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Je prends toutes les questions, je réponds d'un seul coup, ou bien je prends... Non, tu peux répondre, je pense, question par question. Comment dirais-je? Par Je exemple, prends toutes les questions, je réponds à la fin, ou bien je réponds une à une. non, tu réponds une à une. Par exemple, tu peux répondre à la question de Serine pour l'instant. Il demande... Hein? Je pense que tu peux répondre question par question, une à une, c'est mieux, je pense. Allô? Allô, Salim, tu m'entends? Allô? Oui, Salim. Amar? Oui, Salim, tu m'entends? Salim? Je dis, bon, Est-ce que vous me recevez? je peux me permettre de répondre? Oui, tu peux répondre. Ok, regardez, j'ai dit, supposons l'équation l'équation en réalité qui a fait naître C, bon, je dirais pas réellement qui a fait naître C, c'est x carré plus 1. Prenez x carré plus 1, les solutions sur C, c'est i et moins i, si je ne me trompe pas. Maintenant, prenez pour cette même équation, bien sûr, la première question, c'est qu'on peut résoudre des équations sur l'ensemble H, mais ça a des limites, voire des choses extraordinairement à la limite passionnante et folle, des choses folles. Hein. Par exemple, prenez x carré plus 1. Si vous voulez le résoudre sur C, sur H, i est solution. Parce que i carré, c'est moins 1. Moins i est solution. Parce que moins i au carré plus 1, ça vous donne ça. J, il est solution. K, il est solution. Et qu'en réalité, si on pousse de façon très profonde les choses, on verra qu'il y a autant, le nombre de solutions est largement supérieur au degré. Et mieux, on tend vers, pour certaines petites équations, un degré bien précis, on tend vers une infinité de solutions, au cas où même le degré de ce que l'on cherche à résoudre dans C est fini. Par exemple, prenez x à la puissance 3 plus quelque chose, vous résolvez ça dans H, vous pouvez avoir par exemple 1000 à une solution, voire une infinité de solutions.
La réponse est ça peut se faire, mais ça nécessite vraiment des choses beaucoup d'énergie, quoi. extraordinairement complexes. Voilà. Autre question, est-ce qu'il y a dans le public des gens qui ont des questions, ou bien des suggestions, même contributions? Et allez-y. Il y a- Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Bonsoir. Félicitations pour votre présentation. On voit Merci que à vous. c'était une présentation bien préparée et bien organisée également. Donc, j'aimerais en savoir plus sur les applications de cette théorie dans la vraie vie, quoi. Par exemple, 2 applications dans la vraie vie de cette théorie, où on l'utilise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, si on part du principe de définir un quaternion, si on dit par exemple qu'est-ce qu'un quaternion, la réponse la plus simple est pas mathématique. On peut dire que c'est une représentation 4D en 4D d'une rotation dans un espace de 3D. Donc c'était ça l'idée. Et des choses poussées. Et naturellement, j'ai vu une rédaction assez intéressante, un développement d'un robot auto-équilibré. C'est-à-dire que le gars, c'était quoi? Il a vu qu'il y a 2 méthodes largement utilisées pour les angles de l'air. Tout le temps, c'est dans les angles de l'air qui peuvent poser problème. Il a utilisé avec les quaternions, il a vu qu'avec les quaternions, il a une représentation de l'orientation avec les 4 composantes, mais ça évite le verrouillage des angles qu'il rencontrait au niveau des autres, par exemple, s'il voulait le faire sur C ou bien bon, R2. Il a vu que ce problème-là, il a évité justement en utilisant les quaternions. Et cela lui avait, bon, dit-il, ça lui a permis d'assurer une transaction fluide et ça a amélioré la performance dans cette représentation. Et j'ai dit, bien sûr, il y a des algorithmes qui se font, bien sûr, pour nos jeux vidéo, pour les animations, pour maintenant, même comment dirais-je, en mécanique quantique, naturellement, pour les spins moitié, les spins 1,5, on voit beaucoup l'application des quaternions. Et ces spins-là, je crois que c'est même utilisé en chimie quantique, disent-ils, ou chimie moléculaire. Je ne suis pas assez chimiste, mais ça, comme nous l'avions vu au lycée, la représentation de fichiers de la chose, etc. Ça permet de reproduire exactement et de façon la plus précise possible et de la façon la plus élégante possible les choses qui se faisaient sur C, bien qui se faisaient sur notamment SRE. Est-ce que je peux savoir plus comment se passe la modélisation? Genre, pas trop mais genre, les bases quoi, de la modélisation, comment on part du problème réel et on passe à l'algèbre des quaternions? Comment on passe de notre problème réel, genre la modélisation de robots, etc. Ou bien, vous venez de dire, quoi, les problèmes que vous venez de numérer. Maintenant, comment on passe de cela à la modélisation, quoi? Je veux comprendre comment ça passe la modélisation mathématique. Oui, je comprends. Comment ça se fait du point de vue pratique? Oui. Par exemple, j'ai dit graphiquement. Ce que je pour être honnête, c'est que par exemple, vous dire pour créer un jeu vidéo en utilisant les quaternions, on le programme ainsi. J'ai pas lu beaucoup d'algorithmes, de 1. De 2, c'est pas, je dis pas que c'est pas mon domaine, mais du point de vue, c'est le point de vue de la construction et des explications possibles dont j'ai connaissance. Mais comment elles se concrétisent réellement dans la vraie vie, comment ça se fait de A à Z, en toute honnêteté, là, j'ignore le principe. C'est comme avec la mécanique, on en parle, la mécanique quantique. Vous savez que la mécanique quantique, jusque-là, ça se fait principalement sur C. Quand vous prenez une onde, on peut le modéliser par A ket 0 plus 1 ket B ket 1. A, B des nombres complexes qui ont des représentations matricielles. Je peux comprendre comment ça se fait parce que j'ai fait des études, j'ai essayé de faire des choses. Mais sur l'ensemble des quaternions, je n'ai pas essayé un projet
pour ceux qui l'ont fait, ils publient les résultats et comment ça a marché, mais la vraie réalité, comment ils l'ont fait de A à Z, je n'ai pas lu un article. Et si jamais je l'obtiens, je vous le partagerai, c'est promis. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, on est ensemble. Il y a aussi Ahmed Ba qui lève la main. Ahmed, de la parole. Allez-y. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Oui, oui, ça va. Je me présente, je m'appelle Ahmed Ba, je suis ingénieur aérospatial et je suis sorti de l'école polytechnique de Thiès en 2024, donc l'année dernière quoi. En fait, j'ai vu la dernière fois passer un peu, je pense que c'est sur un statut, et ça parlait d'algèbre des quaternions et ça a attiré mon attention. Donc, Oui, c'est bon. j'ai demandé à de me partager cela. Ce que je voulais, déjà j'ai suivi, je suis venu un peu en retard, mais j'ai suivi, donc c'est une très belle présentation. Merci. Avec toute la partie algèbre, donc j'aime bien, et j'aime bien le latex également que vous avez utilisé. Maintenant, moi, je peux revenir juste, si vous le permettez, sur la partie application, comme vous avez dit. Donc, comme j'ai dit, moi, je suis ingénieur aérospatial et les applications des quaternions, côté spatial, on va dire, qu'est-ce que je connais le mieux. Déjà, il y a plusieurs façons de représenter les rotations au niveau. Les cosinus directeurs. Donc, c'est une représentation qui, pour simplifier, c'est juste, c'est comme prendre le cosinus d'un angle quoi, pour faire la représentation, les coordonnées d'un vecteur, passer d'un repère, aller vers un autre. Donc, maintenant, de cherchage sous forme matricielle, il y a une méthode qui s'appelle les cosinus directeurs. Il y a aussi vous allez retrouver une méthode qui s'appelle, vous l'avez dit, les angles de l'air, qui est d'ailleurs utilisé, que ce soit sur les satellites, que ce soit sur les fusées, etc. Et après, il y a les quaternions. Maintenant, les quaternions, comme vous avez dit, en fait, c'est une représentation qui est compacte. Apparemment, on n'entend plus. Par exemple, pour les applications, vous avez parlé de la robotique, effectivement, vous pouvez parler des satellites, vous pouvez parler de la fusée, etc. Maintenant, comment ça se passe, en tout cas dans mon domaine, c'est que vous partez des équations classiques de mouvement, donc les équations fondamentales de la dynamique, les équations de rotation, okay, et après vous avez les équations qui vous indiquent, qui donnent un peu donc, comment votre solide, par exemple, va s'orienter. Après, vous reprenez toutes ces équations-là. Vous allez vous retrouver avec un vecteur que vous allez appeler vecteur d'état. Donc, il va récupérer tous les états de votre système, que ce soit les translations, les vitesses de rotation, les vitesses angulaires, les orientations. Ça fait un vecteur qu'on appelle un vecteur d'état. Et maintenant, ce qu'on fait avec les quaternions, c'est de dire que ce vecteur d'état-là, il faudrait qu'on puisse en fait résoudre l'équation qui va modéliser votre dynamique de système. On va parler d'un modèle à 6 degrés de liberté, etc. Et pour faire cette résolution-là, c'est là qu'on va choisir une approche, donc une représentation de type. Les uns vont aller vers les angles de l'air, les autres vont aller vers les matrices directes, les cosinus directeurs, d'autres vont passer sur les quaternions.
Maintenant, pour faire cette transformation-là, il faut juste poser là, en fait, sur la slide où, justement, cette slide-là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous posez, vous essayez d'exprimer, en fait, vos angles de l'air que vous avez là, vous essayez de l'exprimer en fonction d'un Q, quoi. Et pour faire le passage d'angle de l'air vers le quaternio, il y a une relation. La relation, ça sort d'ici, quoi. Ça sort de votre Q là égale à cos θ sur B. QV, θ sur B. Effectivement, de cette façon-là, vous ajoutez, parce que sur le Q, vous allez avoir quatre éléments, comme vous avez dit, le A, B, C, D. Et donc, c'est vrai que ça va vous faire augmenter votre système. Au lieu d'avoir 12 équations, vous retrouvez 13 équations, mais vous n'avez plus les indéterminations. Et à partir du moment où vous avez fini la représentation, vous allez pouvoir linéariser votre système. Après avoir linéarisé, aller mettre tout ce qui est contrôle, etc. Donc, c'est bon. Donc, voilà un exemple. Et ça, c'est classique quand vous pouvez le trouver sur les satellites, sur les sujets, etc. Merci. Donc, c'était une petite intervention. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'était juste pour intervenir. Et vous remercie également pour l'adresse. C'est assez clair. Merci beaucoup. Merci. Merci Ahmed. Vraiment, c'est une très, très belle intervention. Et c'est normal parce que c'est un ingénieur en aéronautique, donc c'est lui qui comprend mieux que nous. En tout cas, ça fait une très belle présentation et on a vraiment beaucoup appris. Merci beaucoup. Donc, dans le public, il y a encore des questions, suggestions. Il y a des questions. S'il y a des questions, veuillez poser. Abou Mohamed qui a levé la main. Oui. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Mohamed. On vous entend. Bonsoir. Merci déjà pour l'invitation et la présentation qui était très brillante et ça montre également la maîtrise de ce sujet et qui est un sujet passionnant que je connaissais pas du tout, mais pas en détail, mais que j'avais entendu parler. Donc moi, je me présente, je suis en ingénieur en IA. Sujet, en fait, m'avait intéressé lequel j'ai écouté jusqu'à la fin. Donc, j'ai pas des questions sur ce que vous avez présenté, Salim, mais juste au fait, par exemple, des points d'application qui peuvent exister en lien donc avec les trois triangles, notamment en fait, dans le domaine de ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Donc, si vous me permettez, peut-être, en fait, je vais aller assez rapidement quoi, pour ouvrir, en fait, un peu une voie ou bien un débat pour les gens, en fait, qui seront intéressés par l'IA, donc, au futur proche de pouvoir se projeter avec l'utilisation, donc, de l'algèbre des quaternaires. En fait, les bases de l'IA, ce sont les mathématiques, et donc, ce sont les maths et depuis les années 43, donc, qui ont permis en fait, à faire les premières modélisations de ce qu'on appelle les réseaux de neurones, donc, qui était un mathématicien en neurosciences, on s'appelait Warren Walter Peirce, donc qui avait commencé à faire la simulation de neurones biologiques avec un neurone artificiel pour aller vers les premières modélisations. Et donc, l'utilisation en fait, de ces quaternions, donc, notamment en, fait, en ce qu'on appelle la vision par ordinateur ou bien le computer vision et le robotique, donc tout ce qui est en fait reconnaissance et suivi d'objets 3D. Les quaternions, donc, en fait, ont pour tendance en fait, à faciliter l'estimation de la en fait, de la pose, c'est-à-dire la position et l'orientation dans les algorithmes en fait, de computer vision qu'on utilisait pas avec cette méthode-là, mais que en fait, les quaternions peuvent faciliter donc, cette détermination, et notamment pour ce qui est robots, drones, et même réalité virtuelle, ça permet en fait, de faire un suivi précis avec les mouvements des têtes et des mains, vu que si vous avez entendu parler en fait, de Apple Vision Pro, parce qu'Apple Vision Pro, en fait, tu peux utiliser ta main comme étant une souris pour cliquer sur les objets que l'iris de la personne, c'est-à-dire au fait les yeux de la personne, ce que tu vois, tu peux cliquer avec tes mains. Et donc là, en fait, la facilité de cela, c'est véritablement en fait les algorithmes de quaternion qui sont derrière, quoi, qui peuvent la faciliter.
Et donc, sur le deep learning, il y a pas mal, en fait, il y a pas mal de travaux qui commencent à émerger, notamment, en fait, ce qu'on appelle les réseaux de neurones quaternions, ou bien le quaternion neural networks, donc le QNN, qui existent et qui peuvent remplacer, en fait, les poids par des quaternions, c'est-à-dire les poids que va apprendre le modèle durant, en fait, le processus d'apprentissage, là, seront remplacés par les quaternions. Pourquoi? Pour réduire ce qu'on appelle le nombre de paramètres, car, en fait, une opération disons, en fait, quaternatique peut encoder naturellement 4 dimensions qui sont corrélées, quoi, ce qui est différent, en fait, des dimensions qui existaient en deep learning. Et aussi, ils peuvent améliorer la capacité à traiter des données multicanaux qui sont corrélées. Par exemple, en fait, ce qu'on appelle les images RGB ou bien le signal, donc le ECG, quoi, ça, le signal respectivement pour le cœur ou les signaux, les audios multicanaux. Et donc, si on a une image RGB qui est très difficile aujourd'hui de traiter avec le deep learning parce que, en fait, lorsqu'on a le RGB, c'est le red, blue and green, c'est-à-dire que ce sont les images en couleur qui consomment beaucoup de mémoire en deep learning. Et donc, l'utilisation, en fait, du quaternion donc, permet de réduire cette consommation en mémoire et que donc les applications sur la reconnaissance vocale et notamment le traitement d'images ou bien les signaux en biomédical donc permet en fait de faciliter donc, les traitements qu'on faisait sans l'utilisation de ces quaternions, quoi. Donc, pour ne pas être long, en fait, il y a pas mal d'applications à faire, et notamment en fait, même en IA générative, hein, donc on peut générer des objets 3D en utilisant en fait les algorithmes de quaternion, tout ce qui est scène avatar, les avatars qu'on peut générer avec de l'IA, et les vidéos également en 3D qu'on peut générer avec de l'IA. Donc, on offre une représentation beaucoup plus robuste avec des transformations spatiales qui était un peu plus compliqué de le faire avec tout ce qui est fait le corps des nombres réels et tout. Donc, l'utilisation des quaternions permet de faciliter ces éléments-là, quoi. Donc, pour ne pas aller un peu plus loin, c'était juste en fait une petite contribution pour dire que les gens qui seront peut-être intéressés par l'IA, donc c'est un domaine qui est assez prometteur et donc je pense que si vous le maîtrisez, notamment avec le calcul quantique qui va bientôt arriver, je pense que ouais, ça pourra ouvrir en fait des domaines de recherche qui peuvent être enrichissants, quoi. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Abou Mahmoud. C'était vraiment une très, très, très belle intervention. Mohamed, Oui, pour le monsieur qui vient de terminer sa belle intervention, oui, monsieur Abdou. nous la remercions beaucoup et j'ai fait une déduction un peu ce qu'il a dit exactement. J'ai un livre de physique que j'ai beaucoup lu et qui corrèle exactement les applications physiques, les idées, comment elles sont nées les idées, comment elles sont parties de la physique, en passant par les algèbres non commutatives et directement pour atterrir au quaternion. Je vais juste prendre 30 secondes, j'ai beaucoup parlé. Prenez par exemple Heisenberg. Heisenberg, il avait une hypothèse selon laquelle même les espaces de Riemann, c'est-à-dire les espaces les plus simples possibles, c'est-à-dire l'espace des phases, qui est un espace de paramètres, c'est-à-dire un système de mécanique, ne seront plus des espaces ordinaires, et ce seront des espaces non commutatifs. Un espace non commutatif, c'est un espace, ce qu'on appelle l'espace-temps ou l'espace de Minkowski, qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que nous, nos espaces, elles sont classiques, elles sont commutatives, tout ce qui se fait voilà, de façon plus humaine que nous comprenons s'y passe. Il dit que ces espaces ne sont pas commutatifs au sens des algèbres sur ces espaces. Et par exemple, si vous prenez une algèbre de coordonnées sur ces espaces qui n'est pas commutative, et cela a amené à Alain Kohn, le bon mathématicien que nous connaissons, à découvrir ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Donc, c'est cette idée de Heisenberg. Et celle-ci, elle est basée sur justement, bon, je vous donne la topo, et par exemple, Heisenberg a fait une découverte, par exemple, qui venait pas à l'air comme ça venait du concret de l'expérience. C'est-à-dire que, et c'est l'idée géniale, c'est l'idée en fait géniale. Il a développé un thème fondamental de l'algèbre qui était fait du côté droit, c'est-à-dire quand vous prenez une algèbre, vous le faites du côté droit. Quand vous traduisez les aires géométriques, les aires visuelles aux aires langage. Et c'est là que notre cher ami IA entre en jeu.
eh bien, vous aurez une algèbre qui n'est pas commutative du côté droit. Et un peu ça, c'était ce truc de Heisenberg. Et comme les mathématiciens sont conservatifs, eh bien, ça les a poussés à beaucoup plus travailler et voir que l'idée de Heisenberg, au-delà de l'application physique que lui, en tant que physicien, voulait, toutes les mathématiques qui peuvent se passer sur l'algèbre, les algèbres non commutatives, ont été maintenant construites et que nos amis informaticiens en ont utilisé dans ce qu'ils appellent QNNS, je crois Quantum Neural Network. Network, exactement. Ouais, c'est exactement le cas. Hein, c'est exactement le cas. Parce qu'au fait, ouais, l'ensemble des bases de l'IA, c'est au fait, ça vient, l'ensemble des bases de l'IA, parce que l'IA et l'informatique vont de pair et que les mathématiciens forment cette base-là et que tout vient de là, quoi, en quelque sorte. C'est exactement le cas. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci à Je vous passe à aussi. Papa Sega Wade de la part de M. Seki. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Je pense qu'il y a aussi Mohamed qui a levé la main. Mohamed, quoi encore? On donne Bonjour. On donne 2 minutes ou 3. Oui, parce Bon, que- bonjour. oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bon, je trouvais que l'exposé, il était très intéressant. Merci. Ça touche, c'est assez intuitif. C'est pas comme ce qu'on voit dans les salles de cours. C'était très intuitif. Surtout, on a vu aussi les applications de l'algèbre des quaternions. Mais moi, en fait, j'avais une question, en fait, quelque chose de plus géométrique, en fait. On nous a dit que les quaternions, ils sont en fait, c'est une extension de C, en fait. Ça veut dire qu'on peut les considérer comme quelque chose de dimension 4. J'aimerais savoir, en fait, le rapport avec la topologie algébrique. Comme on sait que la topologie algébrique, c'est en fait une manière comment ça s'appelle? Une manière de classer les différents objets géométriques avec des moyens algébriques. Je me demandais, est-ce que les quaternions aussi, ils sont utilisés en topologie algébrique? Exactement. Ce qui est, bon, je peux répondre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un principe mathématique qui montre que pour la même chose, bon, de ce que je disais par exemple, ce qui arrive la même chose peut arriver. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi la topologie algébrique ou bien la topologie de façon générale, vous pouvez la regarder de cette façon-là. Et ce principe, par exemple, est le suivant. Si vous pensez aux espaces qui sont les espaces qui nous intéressent, par exemple, c'est très rare de considérer un ensemble qui nous intéresse et que nous puissions en donner des éléments un à un. Considérer un ensemble et retrouver l'ensemble à partir de en comptant ces éléments. Car en général, un espace ou un ensemble qui nous intéresse n'est pas donné en appelant par exemple ces éléments un à un. Et ces éléments sont ordonnés par classe, ce qu'on appelle en algèbre les classes d'équivalence. Ce qui se produit, c'est que si vous avez un grand ensemble, si vous avez un ensemble beaucoup plus grand que l'ensemble qui nous intéresse, par exemple un ensemble grand X, nous ce qui nous intéresse c'est grand Y, et que grand X est plus grand que grand Y, dans ce grand ensemble-là, vous pouvez identifier des points, c'est-à-dire que dire qu'un point A est le même qu'un point B, ou bien on dit A équivalent à B. Ce qui se faisait auparavant, ce que les gens faisaient, c'était lorsqu'ils voulaient identifier le point A au point B, ils prenaient des coordonnées, c'est-à-dire des fonctions ou des algèbres. Ils se disaient que nous prenons que des fonctions qui sont telles que je veux identifier A à B, je prends des fonctions telles que f de A me donne f de B. Et ils obtenaient une algèbre de façon qui était, mais une algèbre qui était commutative. Mais la réalité est que si ce fait qu'il y a une autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre méthode de faire et qui est beaucoup plus fidèle à ce qui se produit dans la vraie vie, et cette manière de faire elle est calquée sur naturellement l'étude de Heisenberg, et elle consiste à considérer que par exemple si je veux par exemple dire que A est équivalent à B ou bien A est même que B, ça se fait en théorie de langage de mots. Il y a une manière beaucoup plus adéquate à prendre par exemple des matrices et qui seront de la forme par exemple FAB, comme je l'avais défini avec le quaternion, FAB, non F en indice AA, première, une matrice carrée d'ordre 2, FAA,
FAB, FBA, FBB. C'est-à-dire je veux représenter toutes les combinaisons possibles. Et comment dirais-je, elles vont avoir les éléments diagonaux qui ont en fait comme valeur la fonction au point A, FAA, ça coïncide avec le FA qu'on avait au début, FDA. Le FBB, il va coïncider avec le FB. Et on va permettre à A, à B de discuter. C'est comme si on a, voilà, comme ça se fait en informatique, en théorie de graphe, avoir un là, avoir un là. Quand je veux me connecter avec vous sur Facebook, je fais une demande, ça s'ouvre, on dit qu'on a un. Vous acceptez, ça marche, si vous n'acceptez pas, ça se ferme en 0. 1, 0, 1, 1, toutes les compatibilités possibles. Et ça va se faire au point A et au point B, sauf que dans ce cas-là, f de A sera différent de f de B. Et cette fois-ci, on va se permettre à A et B de parler des éléments en dehors maintenant de la diagonale F, parce que les éléments de la diagonale, c'est FAA et FBB. Ils vont se parler en dehors de la diagonale de la matrice, mais via les autres éléments de la seconde diagonale, FAB, FBA. Et FAB, FBA, si on regarde de très près, on voit que c'est une algèbre non commutative. Et c'est une algèbre non commutative, et cette algèbre-là, elle code l'opération quotient de la façon, de la plus belle possible, et la façon qui la réalité la plus possible. Et pour quitter de cette notion-là, parce qu'il faut quitter des quaternions non commutatifs, l'algèbre non commutative, et atterrir à la topologie. Comment ça se fait? Considérons une équation dérivée par une équation, par exemple dx égale θ dy. Dx égale θ dy. Si je veux le résoudre, je peux le faire sur tout l'espace, hein, sur tout l'espace. Mais il peut arriver que je ne fais pas sur tout l'espace, parce que je viens de vous parler de classe. Je quotiente l'espace en classe. Une classe, c'est quoi? C'est par exemple, actuellement, je me suis assis sur une chaise, mais cette chaise-là, elle n'est pas la chaise. Elle est juste une classe d'équivalence qui représente toutes les chaises, par exemple, qui existent au Sénégal. Maintenant, si je veux résoudre cette équation différentielle, au lieu de le faire tout l'espace, si je le fais tout l'espace, je peux avoir une chose qui n'est pas bonne. Par exemple, trouver une solution, ou bien ne pas avoir de solution, peut-être pour des erreurs de considération algébrique, et j'ai fait une erreur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de considérer un tore. Celui qui a dit topologie algébrique, il se connaît. Je considère un tore, c'est comme si je divise l'espace en trois. Je le regarde de façon gauche, par exemple, pour le tore, je résous l'équation dans ce sens-là. Je regarde de façon droite, je résous dans ce sens-là. Et pour avoir la solution finale, je fais l'union des deux solutions. Et le tore là, parce que le tore, c'est plus ou moins deux trous. Ces solutions, les solutions qui vont être dans le trou, c'est comme si on dit, bon, les solutions sont tombées. Et les bonnes solutions, ce seront les solutions que j'ai obtenues de l'espace gauche du tore et de l'espace droit du tore. Et je crois que un peu l'application des quaternions, ou bien de l'algèbre non commutative à la topologie algébrique, ça peut se faire via maintenant notre belle algèbre, qui est l'algèbre des quaternions. Merci, ça fait quand même une réponse très, très, très claire et détaillée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on devra prendre une dernière intervention, Salim? Oui. Moi, cher professeur, Younous Sey, on vous prend. Donc, c'est la dernière intervention. Oui, Younous, vous avez la parole. D'accord, bonsoir tout le monde. Hein. Vraiment, j'ai impressionné hein, par la hauteur vraiment des idées quand même que vous avez pu développer. Donc, c'est extraordinaire. Je tenais vraiment à féliciter aussi, à remercier les participants et particulièrement Pape Seg Wad. De toute façon, je pense qu'il y a certains qui ont su lire son parcours. Donc, vraiment, il a un parcours extraordinaire. Donc, c'est un ancien de X, de l'Université Polytechnique Paris X. Et il y a aussi mon doyen, Mouché Medoun Wado aussi. Donc, il est en train de suivre un très grand mathématicien qui est au lycée André Pétavin de Saint-Louis. Donc, nous, on a vraiment eu quand même la chance de rencontrer une personne formidable hein, comme Salim. Donc, on l'a connu, on l'a suivi, vraiment, il était impressionnant. Il a été toujours impressionnant, comme vous l'avez remarqué. On a l'impression que c'est un universitaire qui parle. Donc, je suis là en tant que tuteur, je suis là en tant que professeur. Donc, je suis là en tant que conseiller et je suis ébahi, je suis très content de lui et je suis très fier de lui.
Et c'est une personne aussi, un passionné, qui a un parcours extraordinaire. Hein. C'est un jeune qui vient d'un village très ambitieux, très cultivé. Il est là vraiment à la quête du savoir. Et j'exhorte aux autres aussi de faire comme lui, la passion, le savoir, la rigueur. Et Inch'Allah, vous allez toucher la lune. Merci beaucoup à tous les participants. Je ne vais pas monopoliser la parole. Maintenant, peut-être prochaine fois, je vais établir et donner mon point de vue par rapport au thème. Merci à tout le monde. Merci, mon cher professeur. Bon, c'est mon tuteur, hein, c'est mon tonton. Merci à vous. Merci. Et de passage, je salue M. Wad, un excellent prof qui m'a toujours encadré. Merci beaucoup. Merci donc à vous tous. Donc vraiment, c'est une soirée remplie. C'est même pas comment je vais l'appeler parce qu'on a beaucoup vraiment appris. Notamment avec l'exposé de Salim, mais aussi avec les belles interventions qui ont donc de la part des participants de l'appel. Donc, ce fut vraiment très important. Donc, nous vous remercions donc vous tous. Merci d'avoir partagé donc ce moment avec Merci nous. beaucoup. L'émission découverte. Donc, il faut savoir que c'est avant tout un espace d'apprentissage et de partage. Et donc, c'est grâce à cela qu'elle prend vie. Donc, on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour une autre découverte, donc avec un autre intervenant. Donc, merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup, Salimka, pour votre disponibilité aussi. Merci à vous. Ce fut très C'est important. toujours mon honneur. Okay, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Pas.